Bonsoir, bienvenue sur la Van Morgan. Magnifique, juste au moment où une voiture passe. J'avais pas vu. C'est pas grave. Donc après ma baignade, car je me suis baignée pour ceux qui auront vu la vidéo précédente, et sans serviette, effectivement. Ah là là. Je reviens pour terminer Jane Eyre avec vous ce soir. J'en suis au chapitre 36. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et j'espère protéger assez le micro du vent. Voilà. Et je vous dis à tout à l'heure. J'ajouterai quelques lectures, dont celle de la lettre dont je vous parlais également précédemment. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Chapitre 36. Le jour parut. Levé dès l'aube, je m'occupais pendant 1 heure ou 2 à ranger mes affaires dans ma chambre, dans mes tiroirs et mon armoire, désirant que tout soit en ordre durant ma courte absence. Dans l'intervalle, j'entendis St. John sortir de sa chambre et s'arrêter devant la mienne. J'eus peur qu'il ne frappât. Mais non, il se contenta de glisser un feuillet sous la porte. Je le ramassai. Il contenait ces mots. « Vous m'avez quitté trop brusquement hier soir. Si vous étiez resté tant soit peu plus longtemps, vous auriez posé la main sur la croix du chrétien et sur la couronne de l'ange. À mon retour d'aujourd'hui en 15, je compte bien connaître la décision que vous aurez prise. Pendant ce temps, veillez et priez afin de ne pas céder à la tentation. L'esprit, je le crois, est résolu, mais je vois que la chair est faible. Je prierai pour vous à toute heure. À vous, St. John. » Mon esprit, répondis-je en moi-même, est décidé à faire ce qui est bien. Ma chair, je l'espère, est assez forte pour accomplir la volonté du ciel quand cette volonté me sera clairement révélée. En tout cas, elle sera assez forte pour faire des recherches, pour s'informer, pour essayer de trouver à tâtons, à travers ce nuage du doute, une issue sur le grand jour de la certitude. Bien que ce fût le 1er juin, le temps était couvert et froid ce matin-là. La pluie fouettait les vitres. J'entendis la porte d'entrée s'ouvrir, St. John sortir. Regardant par la fenêtre, je le vis traverser le jardin et prendre, à travers la lande brumeuse, le chemin en direction de Whitecross où il devait retrouver la diligence. Encore quelques heures, mon cousin, et je suivrai la même voie, pensai-je. Moi aussi, j'ai une diligence à prendre à Whitecross. Moi aussi, j'ai quelqu'un à voir en Angleterre de qui je dois m'informer avant de partir pour toujours. Il me restait encore 2 heures avant le petit déjeuner. Je l'ai passé à marcher sans bruit dans ma chambre tout en réfléchissant à la révélation qui m'avait suggéré le nouveau projet que j'allais mettre à exécution. Je me remémorais la sensation que j'avais éprouvée au fond de moi-même. Je pouvais, en effet, me la remémorer malgré son indicible étrangeté. Il me semblait réentendre la voix, et, une fois de plus, mais toujours en vain, je me demandais d'où elle venait. J'avais l'impression qu'elle était en moi, et non pas dans le monde extérieur. Était-ce un simple effet nerveux, une illusion? Je ne pouvais ni l'imaginer ni le croire. Cela ressemblait plutôt à une inspiration. Le choc merveilleux qu'avait reçu ma sensibilité s'était produit à la façon du tremblement de terre qui avait ébranlé les fondations de la prison de Paul et de Silas. Il avait ouvert les portes de la cellule où mon âme était enfermée et rompu ses liens. Il l'avait tirée du sommeil, d'où elle s'était élancée, tremblante, aux aguets, épouvantée. Un cri, par 3 fois répété, avait alors retenti à mon oreille frémissante, jusque dans mon cœur troublé et dans mon esprit qui, nullement effrayé ni bouleversé, fut comme transporté de joie devant le succès de l'effort qu'il avait eu le privilège de faire, sans que l'enveloppe encombrante de son corps eût à intervenir. Avant peu, me dis-je, en achevant ma rêverie, je saurais quelque chose sur celui dont la voix semblait faire appel à moi. Hier soir. Mes lettres n'ont servi de rien. Je vais maintenant faire une enquête personnelle. Au petit déjeuner, j'annonçai à Diana et à Mary que je partais en voyage et que je resterais absente au moins 4 jours. « Vous partez seule, Jane ?» demandèrent-elles. « Oui, répondis-je. Il s'agit de voir un ami dont je suis depuis quelque temps inquiète ou
tout au moins, de chercher à avoir de ses nouvelles. Elles auraient pu me dire, comme sans nul doute elles le pensaient, que, exception faite de leur personne, elles me croyaient sans amis, ainsi que je leur avais en réalité souvent dit. Mais leur délicatesse, vraie, innée, fit qu'elles s'abstinrent de toute remarque. Diana se contenta de me demander si j'étais bien sûre d'être en état de voyager, me faisant observer que j'étais d'une très grande pâleur. Je lui répondis que je n'avais rien, que seul mon esprit était dans une anxiété dont j'espérais bientôt le délivrer. Il me fut facile d'achever mes préparatifs. Je ne fus troublée par aucune question, aucun soupçon. Leur ayant expliqué une fois pour toutes qu'il m'était impossible présentement d'être plus explicite sur mes projets, elles admirent avec bienveillance et sagesse de me les voir poursuivre en silence, m'accordant ainsi le privilège de la liberté d'action, comme je l'aurais fait moi-même à leur égard en de semblables circonstances. Je quittais Moor House à 3 heures de l'après-midi et peu après 4 heures, je me tenais au pied du poteau indicateur de Whitecross, attendant l'arrivée de la diligence qui devait me conduire à Thornfield, située à longue distance. Dans le silence de ces routes solitaires, de ces collines désertes, je l'entendis venir de très loin. C'était le même véhicule duquel, voici 1 an, j'étais descendue ici même un soir d'été, combien désolée, désespérée et sans aucun but. Je fis signe et la diligence s'arrêta. J'y montai sans être obligée cette fois de donner toute ma fortune pour prix de ma place. En me retrouvant sur cette route de Thornfield, je me crus un pigeon voyageur revenant à son colombier. Le voyage dura 36 heures. J'étais partie de Whitecross un mardi après-midi et le jeudi suivant, de bon matin, la diligence s'arrêta pour faire boire les chevaux dans une auberge en bordure de la route, dans un paysage dont les haies vertes, les vastes champs et les collines peu élevées couvertes de pâturages, quelle ligne douce, quel ton verdoyant, comparé aux landes sévères de Morton dans le North Midland, apparurent à mes yeux comme les traits d'un visage jadis familier. Oui, je connaissais le caractère de cette région, j'étais sûre que nous étions tout près de ma destination. « À quelle distance sommes-nous, ici, de Thornfield Hall ?» demandai-je au valet. « Tout juste à 2000, madame, en prenant à travers champs. » Mon voyage est terminé, pensai-je, et je descendis de la diligence. Je chargeai le valet de garder ma malle jusqu'à ce que je vienne la reprendre, réglai ma place, donnai un pourboire au cocher et me mis en route. L'enseigne de l'auberge brillait dans le jour dont la luminosité croissait sans cesse. J'y lus en lettres dorées « Aux armes des Rochester ». Mon cœur bondit. J'étais déjà sur les terres de mon maître, mais cet élan fut arrêté net par cette idée qui le frappa. Ton maître lui-même est peut-être de l'autre côté de la Manche, qu'en sais-tu? Et s'il est à Thornfield Hall vers lequel tu te hâtes, qui s'y trouve avec lui? Sa femme folle. Tu n'as rien à faire avec lui, tu n'oseras pas lui parler, ni rechercher sa présence. Peine perdue que tout cela. Tu ferais mieux de ne pas aller plus loin, insistait vivement ce mentor. Renseigne-toi auprès des gens de l'auberge, ils pourront te dire ce que tu désires savoir et dissiper aussitôt tes doutes. Approche-toi de cet homme, demande-lui si Mr. Rochester est chez lui. Cette suggestion était pleine de bon sens. Je ne pus cependant me résoudre à la suivre tant je redoutais une réponse qui m'accablerait de désespoir. Prolonger le doute, c'était prolonger l'espérance. J'allais pouvoir, une fois encore, contempler le manoir sous le rayonnement de son étoile. Voici devant moi l'échalier, les champs que, en grande hâte, n'y voyant plus, n'entendant plus et perdu, poursuivi par une furie vengeresse qui me fustigeait, j'avais traversé le matin de ma fuite de Thornfield. Avant de bien savoir à quoi j'allais me résoudre, j'étais déjà au milieu de ces champs. Comme je marchais vite, je courais même de temps en temps tout en regardant devant moi pour avoir un premier aperçu des bois bien connus. Avec quelle émotion je saluais les arbres isolés que je reconnaissais, les échappées familières de prairies et de collines qui s'étendaient entre eux. Enfin, les bois apparurent. Le groupe d'arbres où nichaient les corneilles faisait une tache sombre. Un bruyant croassement rompait la tranquillité du matin. Animée d'une joie étrange, je pressais le pas. J'avais encore traversé un champ, suivi un nouveau sentier. J'apercevais les murs de la cour, les dépendances derrière la maison qui, elles, étaient encore cachées par le groupe d'arbres.
Je veux d'abord voir la façade dont les fiers créneaux frappent tout à coup le regard par leur air de noblesse. J'y distinguerai la fenêtre de mon maître. Peut-être s'y tiendra-t-il debout. Il se lève tôt, à moins qu'il ne se promène dans le verger ou sur la terrasse devant la maison. Oh, le revoir, un seul instant. Serais-je alors assez folle pour courir vers lui ? Certainement non. Je n'en sais cependant rien. Je n'en ai pas la certitude. Et si je courais vers lui, alors quoi ? Que Dieu le bénisse. Alors quoi ? Si une fois encore je goûtais cet enchantement de vivre que dispense son regard, qui en souffrirait ? Mais je divague. Peut-être en ce moment contemple-t-il le soleil qui se lève sur les Pyrénées ou sur la mer sans marée du sud. J'avais longé le mur du verger dans sa partie la moins élevée. J'en avais contourné l'angle où se trouvait justement un portail flanqué de 2 piliers en pierre surmontés de boules qui donnaient accès à la prairie. Masqué par un de ces piliers, je pouvais risquer tranquillement un coup d'œil sur toute la façade. J'avançais donc la tête avec précaution, désireuse de voir si les fenêtres de certaines chambres avaient déjà leurs jalousies relevées. De là, tout allait apparaître à ma vue. Créneaux, fenêtres, longue façade. Les corneilles qui planaient au-dessus de ma tête m'observaient peut-être tandis que j'étais plongée dans cette contemplation. Je me demande ce qu'elles pensaient. Ne se disait-elle pas que j'avais été très prudente, très timide au début, pour devenir peu à peu hardie, téméraire même ? J'avais d'abord jeté un coup d'œil, puis longuement regardé. J'étais enfin sortie de ma retraite pour errer dans la prairie et m'arrêter soudain devant la vaste demeure, ne pouvant en détacher mon regard audacieux. Intriguée, ne pensait-elle pas ? Quelle réserve affectée pour commencer et quelle stupide indifférence pour finir. Écoutez cette comparaison, lecteur. Un amoureux trouve sa bien-aimée endormie sur un talus de mousse et désire entrevoir son joli visage, sans la réveiller. Il se glisse doucement sur le gazon, soucieux de ne faire aucun bruit, s'arrête, s'imaginant qu'elle a remué, et recule. Il ne voudrait, pour rien au monde, être découvert. Tout demeure silencieux. Il s'avance de nouveau, se penche sur elle, soulève le voile léger qui recouvre ses traits. Il se penche un peu plus. Ses yeux croient déjà jouir de la vue de cette charmante et fraîche beauté, épanouie dans le repos. Avec quelle hâte s'échangent leurs premiers regards, mais en lui quelle fixité, comme l'amoureux tressaille. Avec quelle soudaineté, avec quelle fougue il serre dans ses bras cette forme qu'un instant auparavant il osait à peine effleurer de ses doigts. Avec quelle force il prononce un nom tout en laissant tomber son fardeau sur lequel il porte des yeux égarés. S'il l'étreint ainsi, s'il pousse des cris, s'il se perd dans la contemplation, c'est qu'il sait qu'aucun bruit, aucun mouvement ne pourra réveiller son amie. Il la croyait doucement endormie et s'aperçoit qu'elle est morte. Avec une joie craintive, je m'attendais à voir une imposante résidence. Ce fut une ruine noircie qui s'offrit à mes yeux. Il n'était pas besoin de se tapir derrière un pilier, vraiment. De jeter un coup d'œil furtif sur les fenêtres à petits carreaux, craignant de découvrir derrière elles des manifestations de vie. Il n'était pas besoin de prêter l'oreille pour entendre les portes s'ouvrir, pour imaginer un bruit de pas sur la terrasse ou sur l'allée sablée. La pelouse, le parc étaient piétinés, dévastés. Le portail d'entrée n'était qu'un trou béant. La façade n'était plus, comme je l'avais vue une fois en rêve, qu'un pan de mur très haut, mince comme une coquille, d'aspect très fragile, troué de fenêtres sans vitres. Plus de toit, plus de créneaux, plus de cheminée. Tout s'était effondré. Partout régnait un silence de mort, partout la solitude, la désolation d'un désert. Rien d'étonnant à ce que les lettres adressées en ce lieu fussent restées sans réponse. Autant envoyer des épîtres dans un tombeau d'une nef d'église. La sinistre noirceur des pierres révélait quel avait été le sort du manoir dont la destruction provenait d'un incendie. Mais comment celui-ci s'était-il produit? Quelle était l'histoire de ce désastre? La maçonnerie, les marbres, les boiseries, étaient-ce là les seules pertes qui l'avaient entraîné? Avec le manoir, des vies humaines y avaient-elles sombré? Et, dans ce cas, lesquelles? Angoissante question à laquelle personne ici ne pouvait répondre, nul signe, nul témoignage fussent-ils muets.
Errant autour des murs écroulés et dans l'intérieur dévasté, je me rendis compte que cet incendie n'était pas tout récent. Les neiges de l'hiver avaient dû s'amonceler sous cette voûte ouverte, songeai-je. Les pluies avaient été fouettées par le vent à travers ces fenêtres vides, car au milieu de tas de décombres détrempés, le printemps avait fait éclore toute une végétation, du gazon, des mauvaises herbes, croissaient ici et là entre les pierres et les poutres écroulées. Oh! Où donc pouvait être, à cette heure, l'infortuné possesseur de ces ruines? Dans quel pays? Sous quel auspice? Involontairement, mes yeux se tournèrent vers la tour grise de l'église près des grilles, et je me demandais s'il n'était pas là avec Damer de Rochester, partageant l'abri de son étroite demeure de marbre. Il fallait une réponse à ces questions, et je ne pouvais la trouver qu'à l'auberge, où je revins sans plus tarder. Ce fut l'aubergiste lui-même qui me servit le petit déjeuner dans la petite salle. Je le priai de fermer la porte et de s'asseoir, car j'avais quelques questions à lui poser. Quand il eut acquiescé à ma demande, je sus à peine par où commencer, tant l'idée de ce qu'il pourrait m'apprendre m'épouvantait par avance. Et, pourtant, le spectacle désolé que je venais de quitter m'avait préparé, dans une certaine mesure, à entendre une lamentable histoire. Cet homme était déjà d'un certain âge et d'apparence respectable. « Bien entendu, vous connaissez Thornfield Hall, finis-je par dire. »« Oui, madame, j'y ai vécu autrefois. »« Vraiment ?»« Pas de mon temps, songeai-je, car vous êtes un étranger pour moi. »« J'étais le maître d'hôtel de feu Mr. Rochester, ajouta-t-il. » Feu Mr. Rochester. J'avais l'impression d'avoir reçu, dans toute sa violence, le coup que j'avais cherché à éviter. Feu Mr. Rochester, murmurai-je haletante. Est-il mort? Je parle du père de Mr. Edward Rochester, le maître actuel, expliqua-t-il. Je repris souffle. Mon sang se remit à circuler. Ces mots me donnaient la certitude que Mr. Edward, Mr. Rochester, le mien, que Dieu le protège, en quelque lieu qu'il se trouve, était du moins vivant, en un mot, qu'il était le maître actuel. Merveilleuse parole! Il me semblait à présent pouvoir entendre toute la suite du récit, quelles que soient ses révélations, avec un calme relatif. Puisqu'il n'était pas dans la tombe, je crus même avoir la force d'apprendre qu'il se trouvait aux antipodes. « Mr. Rochester habite-t-il actuellement Thornfield Hall ?» demandai-je, sachant bien entendu quelle serait la réponse, mais désireuse cependant de différer encore la question directe sur le lieu réel de sa résidence. « Non, madame, oh non, personne n'y habite plus. Vous devez être étrangère à ce pays, autrement vous auriez entendu dire ce qui est arrivé l'automne dernier. Thornfield Hall n'est plus qu'une ruine, il a été complètement détruit par un incendie, juste à l'époque de la moisson. Quelle terrible catastrophe! Tant de biens précieux anéantis. C'est à peine si quelques meubles ont pu être sauvés. L'incendie a éclaté en pleine nuit, et quand les pompes arrivèrent de Millcote, tout le bâtiment était la proie des flammes. Je fus témoin de ce spectacle terrifiant. « En pleine nuit, murmurai-je. Oui, c'était toujours là le moment fatal, à Thornfield. »« Sait-on comment le feu a pris ?» demandai-je. « On l'a deviné, madame, on l'a deviné. Je devrais même dire que c'est devenu une certitude. Vous ne savez peut-être pas, reprit-il, approchant sa chaise de la table et parlant à voix basse, qu'une dame, une folle, était enfermée à Thornfield. J'en ai vaguement entendu parler. Elle était très étroitement gardée, madame. Aussi, pendant des années, on n'était pas absolument sûr de son existence. Personne ne la voyait et ce n'était que par des rumeurs que l'on connaissait la présence d'une telle femme au manoir. On se perdait en conjectures pour savoir qui elle était, ce qu'elle était. On disait que Mr. Edward l'avait amenée de l'étranger. Il y en a même qui croyaient qu'elle avait été sa maîtresse. Mais il y a un an, il s'est passé quelque chose de curieux, de bien curieux. Craignant à présent d'entendre raconter ma propre histoire, je m'efforçais de le ramener aux faits essentiels. Et cette dame, fis-je, on finit par savoir que cette dame était la femme de Mr. Rochester. On en a fait la découverte d'une façon bien bizarre. Il y avait une jeune fille au manoir, une institutrice, dont Mr. Rochester était devenu... Mais l'incendie, insinuai-je. Je vais y arriver, madame. Dont Mr. Rochester était devenu amoureux. Les domestiques disent qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un aussi amoureux. Il la recherchait continuellement. Il s'était mis à l'épier. Les domestiques font ça, vous le savez bien, madame.
Il en faisait un cas extraordinaire, et pourtant, il était bien le seul à la trouver si jolie. C'était une toute petite personne, presque une enfant à ce qu'on dit. Moi, je ne l'ai jamais vue, mais je l'ai entendu dire par Lee, la femme de chambre qui l'aimait bien. Mr. Rochester avait une quarantaine d'années et cette institutrice en avait à peine 20. Et vous savez, quand des hommes de son âge deviennent amoureux de filles aussi jeunes, c'est souvent comme s'ils étaient ensorcelés. Enfin, ils voulaient l'épouser. Vous me raconterez cette partie de l'histoire une autre fois, dis-je. J'ai maintenant une bonne raison pour désirer connaître tout ce qui a trait à l'incendie. A-t-on soupçonné cette folle Mrs. Rochester d'y être pour quelque chose? Vous tombez juste, madame. Il est bien certain que c'est elle et personne d'autre qui a mis le feu. Elle avait, pour s'occuper d'elle, une femme appelée Mrs. Poole. Une femme capable dans son genre, très sûre, mais qui avait un défaut. Un défaut assez répandu parmi les gardes et les infirmières. Elle avait toujours, en secret, une bouteille de gin auprès d'elle, et de temps à autre en prenait une goutte de trop. C'est excusable car elle menait une vie dure, mais n'empêche que c'était dangereux. En effet, quand Mrs. Poole était bien endormie après avoir pris son gin à l'eau, la folle, aussi rusée qu'une sorcière, lui prenait les clés dans sa poche, sortait de sa chambre et s'en allait rôder dans la maison, où elle faisait tous les méchants tours qui lui passaient par la tête. On dit qu'une fois, elle avait failli brûler son mari dans son lit. Mais je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, cette nuit-là, elle a d'abord mis le feu aux tentures de la chambre voisine de la sienne, puis elle est descendue à l'étage inférieur pour aller dans la pièce qui avait été la chambre de l'institutrice. On aurait dit qu'elle était au courant de ce qui s'était passé, qu'elle lui en gardait rancune, et a mis le feu au lit. Personne n'y couchait, heureusement. L'institutrice s'était enfuie 2 mois auparavant, malgré toutes les recherches qu'il a faites, comme si elle avait été la chose la plus précieuse qu'il eût au monde. Mr. Rochester n'en a jamais retrouvé trace. Il fut si déçu qu'il en devint sauvage, oui, tout à fait sauvage. Il n'avait jamais été un homme bien doux, mais après l'avoir perdu, il devenait dangereux et voulait toujours être seul. Il a envoyé la gouvernante, Mrs. Fairfax, chez des amis qu'elle avait au loin. Mais il l'a fait avec générosité, lui allouant une rente viagère qu'elle méritait bien, car c'était une excellente femme. Miss Adèle, la pupille de Mr. Rochester a été mise en pension. Il a rompu toutes ses relations avec l'aristocratie et s'est enfermé au manoir comme un ermite. Comment? Il n'a pas quitté l'Angleterre? Quitter l'Angleterre? Ma foi non. Il ne voulait même plus franchir le seuil de la maison, sauf la nuit où il se promenait ainsi qu'un revenant dans le parc et le verger, comme s'il avait perdu la raison. Et, à mon avis, il l'avait bien perdue. Car vous n'avez jamais vu gentleman plus allant, plus audacieux, plus vivant que lui, madame, avant qu'il n'ait rencontré ce moucheron d'institutrice. Ce n'était pas un homme à donner à la boisson, aux cartes ou aux courses, comme il y en a. Il n'était pas tellement beau, mais il avait un courage et une volonté qui n'étaient qu'à lui. Je l'ai connu tout enfant, voyez-vous, et pour ma part, j'ai souvent regretté que Miss Eyre ne se soit pas noyée dans la mer avant de venir à Sandfield Hall. Alors Mr. Rochester était là lorsque l'incendie a éclaté. Mais oui, bien sûr. Pendant que de haut en bas, tout brûlait, il est monté dans les mansardes, a fait sortir les domestiques de leur lit et les a lui-même aidés à descendre. Puis il est retourné pour faire sortir sa femme folle de sa cellule. On lui a crié qu'elle était sur le toit où elle se tenait debout, agitant les bras au-dessus des créneaux, poussant de tels cris qu'on l'entendait à 1 mille à la ronde. Je l'ai entendu et vu de mes propres yeux. C'était une grande femme avec de longs cheveux noirs qui flottaient dans les flammes. J'ai vu, et d'autres aussi ont vu, Mr. Rochester qui montait sur le toit par la lucarne. Nous l'avons entendu appeler Bertha, nous l'avons vu s'approcher d'elle. Alors madame, elle s'est mise à hurler, a fait un bond et l'instant d'après, elle gisait écrasée sur le pavé. Morte? Morte, aussi inerte que les pierres sur lesquelles sa cervelle et son sang étaient répandus. Grand Dieu! Vous pouvez le dire, madame, c'était effroyable. Il frémit. Et ensuite, insistai-je, eh bien, madame, ensuite, la maison brûla de fond en comble. Seuls quelques pans de murs sont encore debout. Y a-t-il eu d'autres victimes? Non, et pourtant cela aurait peut-être mieux valu. Que voulez-vous dire? Pauvre Mr. Edward, s'exclama-t-il, je n'avais jamais pensé une pareille chose. Il y en a qui disent que c'est un juste châtiment pour avoir tenu secret son mariage et avoir voulu prendre une autre femme alors que la première vivait encore. Mais moi, pour ma part, je le plains.
Vous avez dit qu'il était vivant, m'écriai-je. Oui, oui, il est vivant, mais beaucoup pensent que la mort eût été préférable. Pourquoi? Comment? De nouveau, mon sang se glaça dans mes veines. Où est-il? demandai-je. Est-il en Angleterre? Oui, oui, il est en Angleterre et, à mon avis, il ne peut guère en sortir. Il ne peut pas plus bouger qu'un meuble, à présent. J'étais au supplice, et cet homme semblait résolu à le prolonger. Il est complètement aveugle, dit-il enfin. Oui, Mr. Edward est complètement aveugle. J'avais craint pis que cela. J'avais craint qu'il ne fût devenu fou. Je m'armais de tout mon courage pour demander quelle avait été la cause de ce malheur. C'est uniquement sa bravoure, madame, et on peut le dire aussi, sa bonté. Il n'a pas voulu quitter la maison avant que tout le monde n'en fût sorti. Comme il descendait le grand escalier après que Mrs. Rochester se fut précipitée du haut des créneaux, il y a eu un formidable craquement et tout s'est écroulé. On l'a retiré vivant de dessous les décombres, mais affreusement blessé. Une poutre était tombée, le protégeant en partie, mais il avait un œil arraché et une main tellement écrasée que Mr. Carter, le médecin, a dû la lui amputer sur le champ. L'autre œil s'est enflammé et il en a perdu également l'usage. Le voilà donc à la merci d'autrui, maintenant aveugle, mutilé. Où est-il? Où habite-t-il actuellement? Il habite au manoir de Ferndean, dans un de ses domaines à une 30aine de milles d'ici. C'est un endroit bien désolé. Qui est avec lui? Le vieux John et sa femme. Il n'a voulu personne d'autre. On dit qu'il est bien abattu. Avez-vous un véhicule quelconque? Nous avons un cabriolet, madame, un très joli cabriolet. Faites-le préparer immédiatement. Si votre postillon peut me conduire à Ferndean aujourd'hui même, avant la nuit, je vous paierai à vous et à lui le double du tarif ordinaire. Chapitre 37. Le manoir de Ferndean était une construction fort ancienne, de dimension moyenne, sans prétention architecturale, profondément enfouie dans les bois. Je connaissais son existence. Mr. Rochester en parlait souvent et y allait quelquefois. Son père avait acquis ce domaine pour ses taillis giboyeux. Il aurait bien loué la maison, mais n'avait pu trouver de locataire en raison du peu d'agrément et de l'insalubrité du lieu. Ferndean resta donc inhabité et vide, à l'exception de 2 ou 3 pièces qui furent aménagées pour recevoir le propriétaire quand il y séjournait au moment de la chasse. J'arrivai à cette demeure juste avant la nuit, dans l'ambiance d'un soir au ciel triste, avec un vent froid et une petite pluie fine, pénétrante, qui tombait sans discontinuer. Je fis le dernier mille à pied, après avoir renvoyé cabriolet et conducteur avec la double rémunération promise. Même à très faible distance, on ne pouvait rien distinguer du manoir, tant les arbres du bois obscur qui l'entouraient étaient drus et noirs. Des grilles en fer, entre des piliers de granit, m'indiquèrent l'entrée. L'ayant franchie, je me trouvais aussitôt dans la pénombre de rangées d'arbres très serrées. En bordure de la forêt, entre les troncs noueux et grisâtres, sous les branches qui formaient voûte, il y avait un sentier envahi par l'herbe, que je suivis en espérant atteindre bientôt la maison. Mais il continuait toujours à s'enfoncer, à serpenter, et rien n'annonçait ni parc ni habitation. Je crus avoir pris une fausse direction et perdu mon chemin. La nuit tombait. Autour de moi, dans ce bois sombre, l'obscurité grandissait. Je regardais à droite, à gauche, cherchant un autre sentier. Il n'y en avait pas. Partout des branches entrelacées, des troncs pareils à des colonnes, un luxuriant feuillage d'été sans une clairière. Je continuais. Le sentier finit par se découvrir. Les arbres s'éclaircirent un peu. J'aperçus bientôt une clôture, puis la maison qui, dans la faible clarté, se distinguait à peine des arbres tant ses murs délabrés étaient verdâtres et humides. J'ouvris un portail fermé seulement par un loquet et me trouvai dans un espace clos dont le bois s'écartait en formant un demi-cercle. Il n'y avait ni fleurs ni parterre, mais seulement une large allée sablée entourant une pelouse enchâssée dans le cadre sévère de la forêt. La façade offrait à la vue deux pignons pointus. Les fenêtres à petits carreaux étaient étroites, ainsi que la porte d'entrée à laquelle on accédait par une marche. Tout cela avait bien l'aspect d'un lieu désolé, comme l'avait dit l'aubergiste des armes des Rochester.
Il y régnait un silence comparable à celui d'une église un jour de semaine. Le seul bruit perceptible alentour était celui de la pluie tombant sur le feuillage de la forêt. « Se peut-il qu'il y ait de la vie ici ?» me demandai-je. Oui, de quelque façon que ce fût, il y avait de la vie, car j'entendis un mouvement, celui de la porte qui s'entrebâillait. Une forme humaine semblait vouloir sortir de cette bâtisse. La porte s'ouvrit lentement. Quelqu'un s'avança dans le crépuscule et se tint debout sur le seuil. C'était un homme, tête nue, qui étendit la main comme pour se rendre compte s'il pleuvait. Si sombre qu'il fit, je l'avais reconnu. C'était mon maître, Edward Fairfax Rochester lui-même. Je retins mes pas, mon souffle, et restai là à le guetter, à l'observer sans être vu, invisible pour lui, hélas. Soudaine rencontre. La souffrance tenait en échec les transports de joie. Il ne m'était pas difficile de retenir mes exclamations, mes pas empressés. Sa silhouette était aussi puissante et vigoureuse qu'autrefois, son port aussi droit, ses cheveux toujours noirs comme du jais, ses traits n'étaient ni altérés ni ravagés. Non, aucun chagrin n'avait pu en l'espace d'une année venir à bout de sa force athlétique, ni flétrir sa robuste jeunesse. Je notais toutefois un changement dans sa physionomie sombre, désespérée, qui évoquait pour moi un animal ou quelque oiseau sauvage blessé et prisonnier dont la morne douleur rend l'approche redoutable. L'aigle en cage aux yeux cerclés d'or, éteint par la cruauté humaine, devait avoir l'aspect de ce Samson privé de la vue. Et pensez-vous, lecteur, que j'avais peur de lui malgré son air farouche d'aveugle? Si vous le croyez, vous me connaissez peu. À mon chagrin se mêlait le doux espoir que, bientôt, je n'hésiterais plus à mettre un baiser sur ce front de roc et sur ces lèvres si sévèrement closes. Mais ce n'était pas le moment. Je ne voulais pas encore l'aborder. Il descendit l'unique marche et s'avança lentement, à tâtons, sur la pelouse. Qu'était devenue son audacieuse démarche? Il s'arrêta, comme s'il ne savait de quel côté se tourner. Il leva la main, ouvrit ses paupières et, avec un effort visible, dirigea son regard vide vers le ciel et l'amphithéâtre des arbres. Pour lui, tout n'était qu'obscurité, déserte. Il étendit sa main droite. Il tenait son bras gauche, celui qui était mutilé, caché sur sa poitrine. Il semblait vouloir, par le seul toucher, se faire une idée de ce qui l'entourait, mais il n'étreignait que le vide, car les arbres étaient à quelques mètres de l'endroit où il se tenait. Il abandonna sa tentative, croisa les bras et demeura immobile, muet, sous la pluie qui, à présent, tombait drue sur sa tête nue. À ce moment, John survint et s'avança vers lui. « Voulez-vous prendre mon bras, monsieur ?» dit-il. « Une grosse averse se prépare. Ne feriez-vous pas mieux de rentrer ?»« Laissez-moi seul, » répondit-il. John se retira sans m'avoir remarqué. Mr. Rochester essaya alors, mais en vain, d'aller et venir. Tout était trop incertain. Toujours en tâtonnant, il retrouva le chemin de la maison, rentra et referma la porte. Je finis par m'en approcher à mon tour et frappai. Ce fut la femme de John qui vint m'ouvrir. « Mary, dis-je, comment allez-vous » Elle sursauta comme si elle avait vu un revenant. Je la rassurai. « Est-ce bien réellement vous, Miss, qui venez ainsi à cette heure tardive dans cet endroit perdu ?» me demanda-t-elle avec précipitation. Je répondis en lui prenant la main et la suivis dans la cuisine où John était assis près d'un bon feu. Je leur expliquai en quelques mots que j'avais appris tout ce qui était arrivé depuis mon départ de Thornfield et que j'étais venu voir Mr. Rochester. Je demandai à John de descendre jusqu'au bureau de péage où j'avais congédié mon équipage et d'y prendre la malle que j'y avais laissée. Puis, tout en retirant ma capote et mon châle, je demandai à Mary si je pourrais passer la nuit au manoir. Voyant que, malgré bien des difficultés, il ne serait pas impossible de prendre des dispositions à cet effet, je lui dis que j'allais rester. Juste à ce moment, la sonnette du salon retentit.
Lorsque vous entrerez, vous direz à votre maître que quelqu'un désire lui parler, mais ne lui donnez pas mon nom. « Je ne crois pas qu'il vous reçoive, répondit-elle, il ne veut voir personne. » Quand elle revint, je m'enquis de ce qu'il avait dit. « Il faut que vous fassiez connaître votre nom et que vous disiez ce que vous voulez, répondit-elle. Elle se mit à remplir un verre d'eau qu'elle plaça sur un plateau avec des chandelles. « Est-ce pour cela qu'il a sonné ?» demandai-je. « Oui, bien qu'il soit aveugle, il faut toujours lui apporter des chandelles quand il fait nuit. » « Donnez-moi le plateau, c'est moi qui vais le porter. » Je le lui pris des mains et elle me montra du doigt la porte du salon. Le plateau que je tenais tremblait, l'eau du verre se répandit, mon cœur battait violemment et à coups précipités contre mes côtes. Mary m'ouvrit la porte et la referma derrière moi. Ce salon avait un aspect lugubre. Un maigre feu achevait de se consumer dans la grille sans qu'on le ranimât. Penché au-dessus, la tête appuyée contre la haute cheminée à la mode d'autrefois, apparut l'aveugle qui occupait la pièce. Son vieux chien Pilote était couché d'un côté, à l'écart, replié sur lui-même comme s'il avait peur d'être piétiné par inadvertance. À mon entrée, Pilote dressa les oreilles, sauta sur ses pattes, poussa un aboiement plaintif, puis, bondissant vers moi, me fit presque tomber le plateau des mains. Je le posai sur la table et me mis à caresser le chien en lui disant doucement « Couche-toi ». Mr. Rochester se tourna machinalement pour voir ce qui se passait, mais ne voyant rien, reprit sa position et poussa un soupir. « Donnez-moi de l'eau, Mary, dit-il. » Je m'approchai de lui avec le verre qui n'était plus qu'à moitié rempli. Pilote me suivit, toujours surexcité. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il. « Couche-toi, Pilote, dis-je de nouveau. » Mr. Rochester, qui portait le verre à ses lèvres, interrompit son geste et parut écouter. Puis il but et posa le verre. « C'est bien vous, Mary, n'est-ce pas ?»« Mary est dans la cuisine, répondis-je. » Il étendit la main d'un geste rapide, mais ne voyant pas où je me tenais, ne put m'atteindre. « Qui est là ?»« Qui est là ?» demanda-t-il, s'efforçant apparemment de voir avec ses yeux éteints. Tentative vaine et désolante. « Répondez-moi, parlez encore, ordonna-t-il d'une voix impérieuse et forte. « Voulez-vous encore un peu d'eau, monsieur ? J'ai répondu la moitié de ce qui était dans le verre, dis-je. Qui est-ce ? Qu'est-ce que c'est ? Qui parle ? Pilote me reconnaît. John et Mary savent que je suis ici, je viens d'arriver, répondis-je. Grand Dieu ! Quelle est l'illusion qui m'assaille ? Quelle douce folie s'est emparée de moi ? Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une folie. Votre esprit, monsieur, est trop robuste pour être le jouet d'une illusion. Votre santé est trop vigoureuse pour être la proie de la folie. Où est la personne qui parle ? N'est-ce qu'une voix ? Oh, puisque je ne puis voir, il faut que je reconnaisse au toucher, sinon mon cœur va cesser de battre et mon cerveau va éclater. Quoi que vous soyez, qui que vous soyez, laissez-moi vous identifier au toucher ou je ne puis plus vivre. J'arrêtai sa main qui errait à tâtons et l'emprisonnait dans les deux miennes. « Ce sont bien ses doigts, » s'écria-t-il, « ses doigts fins et légers. S'il en est ainsi, il n'y a pas que cela. » La main musclée échappa à mon étreinte et saisit mon bras, mon épaule, mon cou, ma taille, et m'enlaça, me pressant contre lui. « Est-ce Jane ? Est-ce bien elle ? Elle est ainsi faite, c'est bien sa stature. » « Et c'est là sa voix, ajoutai-je. Elle est là tout entière, avec son cœur aussi. Que Dieu vous bénisse, monsieur, je suis heureuse de me retrouver si près de vous. Jane Eyre, Jane Eyre, il ne disait pas autre chose.
Mon cher maître, répondis-je, je suis Jane Eyre. Je vous ai découvert, je suis revenue à vous. En réalité, en chair, ma Jane vit. Vous me touchez, monsieur, vous me tenez ferme. Je ne suis pas froide comme un cadavre, je ne suis pas impalpable comme l'air. Qu'en dites-vous? Ma chérie est vivante, ce sont là ses bras et ce sont ses traits. Mais puis-je avoir un tel bonheur après tant de détresse? Ce n'est qu'un rêve, semblable à ces rêves que j'ai faits la nuit lorsque je la serrais une nouvelle fois sur mon cœur, comme je le fais à présent, que je l'embrassais, comme cela, sentant qu'elle m'aimait, croyant qu'elle ne me quitterait pas. Ce que je ne ferai plus jamais à dater de ce jour, plus jamais, disait aussi la vision de mon rêve. Mais au réveil, je ne manquais jamais de découvrir que ce n'était qu'une vaine duperie. Malheureux, abandonné, ma vie sombre et solitaire restait sans espoir. Mon âme assoiffée ne pouvait se désaltérer, mon cœur affamé se rassasier. Vision douce et charmante, tu vas t'envoler toi aussi, comme toutes tes sœurs l'ont fait avant toi. Mais donne-moi tes baisers avant de t'enfuir, serre-moi sur ton cœur. Comme ceci, monsieur, comme ceci. Je pressais mes lèvres sur ses yeux autrefois si brillants, maintenant obscurcis. J'écartais les cheveux de son front que je baisais aussi. Il parut soudain se ressaisir, convaincu de la réalité de tout cela. C'est donc bien vous, c'est Jane, vous m'êtes revenue? Oui. Vous n'êtes pas étendue au fond d'un fossé ou d'une rivière? Vous n'êtes pas en exil, languissant au milieu d'étrangers? Non, monsieur, je suis à présent une femme indépendante. Indépendante? Que voulez-vous dire, Jane? Mon oncle de Madère est mort, me laissant 5000 livres. Ah, voilà qui est positif, voilà qui est réel, s'écria-t-il. Jamais je n'aurais pu rêver cela. Enfin, il y a cette voix, qu'elle seule possède, si vive, piquante et si douce à la fois. Elle réjouit mon cœur désolé, elle lui rend la vie. Ainsi, Janet, vous êtes indépendante, vous êtes riche? Oui, tout à fait riche, monsieur. Et si vous ne voulez pas me permettre de vivre avec vous, je pourrais me faire construire une maison bien à moi, juste à votre porte, et le soir, lorsque vous aurez besoin de compagnie, vous viendrez vous asseoir dans mon salon. Mais puisque vous êtes riche, Jane, vous avez certainement des amis qui vont veiller sur vous et ne supporteront pas que vous vous consacriez à un aveugle grincheux comme moi. Ne vous ai-je pas dit que j'avais l'indépendance en même temps que la richesse? Je suis donc mon seul maître. Et vous voulez bien rester avec moi? Bien sûr, à moins que vous n'y fassiez une objection. Je serai votre voisine, votre nurse, votre gouvernante. Vous êtes seul, je vous tiendrai compagnie. Je vous ferai la lecture, je me promènerai avec vous, ou m'assoirai à vos côtés. Je vous servirai, je serai vos yeux, vos mains. Mon cher maître, n'ayez plus l'air désolé. Aussi longtemps que je vivrai, vous ne serez plus jamais seul. Il ne répondit rien. Il paraissait grave, absorbé. Il soupira et entr'ouvrit les lèvres comme s'il allait parler, puis les referma. Je me sentis un peu confuse. Peut-être avais-je trop inconsidérément outrepassé les conventions, et voyait-il comme St. John quelque inconvenance dans mes manières désinvoltes. En réalité, j'avais fait cette proposition avec la conviction qu'il désirait m'avoir pour femme et me demanderait de l'être, animé aussi par l'espoir inexprimé, mais qui n'en était pas moins pour moi une certitude, qu'il allait sur-le-champ prétendre à moi comme à son propre bien. Mais voyant qu'il ne faisait aucune allusion à cela et que son visage s'assombrissait de plus en plus, j'eus soudain l'idée que je m'étais peut-être complètement abusée et inconsciemment rendue ridicule. Aussi commençai-je à me dégager doucement de ses bras, mais de toute son ardeur il resserra son étreinte. « Non, non, Jane, il ne faut pas me quitter. Non, ma main s'est posée sur vous, j'ai entendu votre voix, j'ai goûté au réconfort de votre présence, à la douceur de vos consolations. Je ne puis renoncer à ces joies. Il m'est laissé bien peu, il faut que vous soyez à moi.
Le monde pourra rire, me trouver absurde, égoïste, peu importe. C'est mon âme même qui vous réclame. Si elle n'est pas satisfaite, elle se vengera mortellement sur le corps qui l'enferme. Eh bien, monsieur, je resterai avec vous, je l'ai déjà dit. Oui, mais en disant que vous resterez avec moi, vous entendez une chose et j'en entends une autre. Vous pourriez peut-être vous résoudre à être toujours près de moi, à m'entourer de vos soins comme une bonne petite nurse, car vous avez un cœur tendre, un esprit généreux qui vous porte à vous sacrifier pour ceux dont vous avez pitié. Et cela devrait sans doute me suffire. Je suppose qu'à l'avenir, il ne me faudra éprouver pour vous que des sentiments paternels. Est-ce que vous pensez... Allons, dites-le-moi. Je penserai ce qui vous fera plaisir, monsieur. Je me contenterai d'être votre nurse si vous le jugez préférable. Mais vous ne pourrez pas être indéfiniment ma nurse. Janet, vous êtes jeune. Un jour, vous vous marierez. Je ne désire pas me marier. Il faut le désirer, Janet. Si j'étais ce que je fus autrefois, je m'efforcerais de vous le faire désirer, mais une ruine, un aveugle. Il retomba dans sa tristesse. Je repris au contraire gaieté et courage. Ces dernières paroles m'ayant montré où se trouvait l'obstacle, qui n'en était pas un pour moi, je me sentis complètement libérée de tout embarras. Je fis alors prendre à la conversation un tour plus enjoué. Il est temps que quelqu'un entreprenne de vous humaniser de nouveau, dis-je, séparant ses longs cheveux épais qu'il n'avait plus fait couper depuis longtemps. Je vois que vous êtes métamorphosé en lion ou en quelque chose du même genre. Vous avez un faux air de Nabucodonosor au chant, cela est certain. Votre chevelure me fait penser à des plumes d'aigle. Je n'ai pas encore remarqué si vos ongles ne sont pas devenus semblables à des griffes d'oiseaux. À ce bras-ci, je n'ai plus ni main ni ongles, dit-il, tirant de sa poitrine le membre mutilé qu'il me montra. Ce n'est qu'un moignon horrible à voir. Ne trouvez-vous pas, Jane? C'est pitié de le voir. C'est pitié de voir vos yeux, comme aussi les marques du feu sur votre front. Et ce qu'il y a de pire, c'est que l'on court le risque de trop vous aimer à cause de tout cela, d'attacher trop de prix à votre personne. Je pensais que vous reculeriez en voyant mon bras et les cicatrices de ma figure. Vous avez eu cette idée? Ne me dites pas cela, de peur que je m'incrimine votre jugement. À présent, laissez-moi vous quitter un instant, afin de ranimer le feu et de balayer l'âtre. Vous rendez-vous compte, il y a un bon feu. Oui, de l'œil droit, je discerne une lueur, un brouillard rougeâtre. Voyez-vous les chandelles? Bien faiblement. Chacune d'elles est pour moi comme un nuage lumineux. Et moi, me voyez-vous? Non, ma fée. Mais il est déjà si beau de vous entendre, de vous toucher. À quelle heure dînez-vous? Je ne dîne jamais. Vous dînerez ce soir car j'ai faim et vous aussi, j'en suis sûre. Seulement vous oubliez les repas. J'appelai Mary et j'eus bientôt fait de remettre la pièce en ordre, de lui donner un aspect plus riant. Je fis également préparer un copieux repas. J'étais pleine d'entrain. Je causai avec lui pendant le dîner et longtemps après encore, avec plaisir, en toute liberté. Avec lui, pas de pénible contrainte, nul besoin de réprimer ma joie, ma vivacité. Je me sentais parfaitement à l'aise, sachant que je lui étais agréable. Tout ce que je disais, tout ce que je faisais semblait le réjouir ou le stimuler. Impression délicieuse qui répandait vie et clarté dans tout mon être. Je me sentais réellement vivre en sa présence, comme il vivait lui-même en la mienne. Tout aveugle qu'il fût, des sourires se jouaient sur son visage, la joie naissait sur son front, ses traits s'adoucissaient et retrouvaient leur flamme. Après le dîner, il me posa une foule de questions, me demandant où j'étais allée, ce que j'avais fait, comment je l'avais retrouvé. Je ne lui fis que des réponses incomplètes. Il était trop tard pour entrer dans des détails ce même soir. D'ailleurs, je ne voulais mettre en vibration aucune corde trop sensible, ni faire jaillir en son cœur aucune source nouvelle d'émotion. Mon seul dessein, pour le moment, était de le réjouir.
J'ai dit qu'il paraissait réconforté, mais ce n'était encore que par intervalles. Si pendant un instant le silence interrompait la conversation, il devenait inquiet, me touchait et disait « Jane, êtes-vous vraiment un être humain? En êtes-vous bien sûr ?» En toute conscience, je le crois, monsieur Rochester. Comment donc avez-vous pu, par cette sombre et morne soirée, surgir ainsi soudain à mon foyer désert? J'ai tendu la main pour prendre un verre d'eau que m'apportait une servante, et c'est vous qui me l'avez donné. J'ai posé une question, pensant que la femme de John allait me répondre. C'est votre voix que mon oreille entendit. Parce que j'étais entrée porter le plateau, à la place de Mary. L'heure que je passe avec vous n'est-elle pas l'effet d'un charme? Qui pourrait dire quelle vie lamentable, désolée, désespérée j'ai traîné tous ces derniers mois, ne faisant rien, n'attendant rien, confondant la nuit et le jour, éprouvant seulement une sensation de froid lorsque j'avais laissé le feu s'éteindre, de faim lorsque j'avais oublié de manger. Outre cela, une douleur sans trêve et parfois un tel désir de revoir ma Jane qu'un vrai délire s'emparait de moi. Oui, je désirais plus ardemment qu'elle me fût rendue que de recouvrer la vue. Comment peut-il se faire que Jane soit auprès de moi, qu'elle dise qu'elle m'aime? Ne va-t-elle pas disparaître aussi soudainement qu'elle est venue? J'ai peur de ne plus la retrouver demain. Dans l'état d'esprit où il se trouvait, une réponse banale, positive, en dehors de tout le cortège des idées qui le troublaient, était assurément la meilleure et la plus rassurante à lui donner. Passant mon doigt sur ses sourcils, je lui fis remarquer qu'ils étaient brûlés, que j'y appliquerais quelque chose qui les ferait repousser aussi épais et aussi noirs que jamais. À quoi sert de m'entourer d'attention, de quelque manière que ce soit, esprit bienfaisant, quand le moment fatal viendra encore où vous m'abandonnerez de nouveau, disparaissant comme une ombre, je ne sais comment, pour aller je ne sais où, sans que je ne puisse jamais vous découvrir. Avez-vous sur vous un peigne de poche, monsieur? Pourquoi faire, Jane? Simplement pour peigner cette noire crinière emmêlée. Quand je vous examine de plus près, je vous trouve quelque peu effrayant. Vous dites que j'ai l'air d'une fée, mais vous, c'est à un gnome, sans nul doute, qu'il faut vous comparer. Suis-je d'une laideur repoussante? Oui, vous l'avez toujours été, vous le savez bien. Où que vous ayez séjourné, vous n'y avez pas laissé votre malice. J'étais pourtant chez d'excellentes personnes, bien meilleures que vous, 100 fois meilleures, avec des idées, des vues bien plus raffinées, plus élevées, et qui vous sont d'ailleurs totalement étrangères. Chez qui diable étiez-vous donc? Si vous faites de telles contorsions, je vais vous arracher les cheveux, alors vous cesserez, je pense, de douter de la réalité de mon existence. Chez qui étiez-vous, Jane? Vous n'arriverez pas à me le faire dire ce soir, monsieur, il faudra que vous attendiez à demain. Laissez mon récit ainsi inachevé, n'est-ce pas en quelque sorte vous assurer que je reparaîtrai à votre table au petit déjeuner pour le terminer? À ce sujet, j'aurai soin de ne pas surgir à votre foyer avec un simple verre d'eau, mais au moins avec un œuf, sans parler du jambon frit. Petite fée moqueuse, substituer un enfant au berceau par une autre fée élevée parmi les humains. Vous me faites éprouver ce que je n'ai pas éprouvé depuis 12 mois. Si Saul vous avait eu à la place de David, il n'y aurait pas eu besoin de harpe pour exorciser l'esprit malin. Là, monsieur, vous voilà peigné et rendu présentable. À présent, je vais vous quitter. J'ai voyagé durant ces 3 derniers jours, je me sens fatiguée. Bonsoir. Encore un mot, Jane. N'y avait-il que des dames dans la maison où vous étiez? Je me mis à rire et m'esquivai, riant encore en montant l'escalier. Voilà une bonne idée, songeai-je, toute joyeuse. Je vois que j'ai là un moyen de le tirer de sa mélancolie pendant quelque temps. Le lendemain matin, je l'entendis se lever de très bonne heure, s'agiter, errer d'une pièce à l'autre, et questionner Mary dès qu'elle fut descendue. Miss Eyre est-elle ici? Puis encore. Quelle chambre lui avez-vous donnée? N'était-elle pas humide? Miss Eyre est-elle levée? Allez lui demander si elle a besoin de quelque chose, et quand elle compte descendre. Je descendis au moment où je crus que le petit déjeuner allait être prêt. J'entrai tout doucement dans la pièce et je pus le regarder avant qu'il ne découvrît ma présence. C'était vraiment pitoyable de voir ainsi ce vigoureux esprit sous le joug d'une infirmité corporelle.
Il était assis dans son fauteuil, immobile, mais non en repos. Il attendait manifestement. Son habituelle tristesse laissait une empreinte sur ses traits énergiques. Son aspect faisait penser à une lampe éteinte, attendant d'être rallumée. Mais hélas, ce n'était pas lui qui pouvait maintenant ranimer l'éclat d'une vivante expression. Il dépendait d'autrui pour cela. J'aurais voulu être gaie, insouciante, mais l'impuissance de cet homme si vaillant me fendait le cœur. Je l'abordais cependant avec tout l'entrain dont j'étais capable. « La matinée est radieuse, ensoleillée, monsieur, dis-je. La pluie a cessé pour faire place à une douce lumière. Vous allez bientôt venir faire une promenade. » J'avais ranimé son ardeur, son visage rayonna. « Oh, vous voici, mon alouette, venez à moi. Vous n'êtes pas parti, vous ne vous êtes pas envolé. Il y a une heure, haut dans le ciel, au-dessus des bois, j'ai entendu chanter une de vos sœurs, mais je ne percevais pas plus la musique de son chant que je ne percevais les rayons du soleil levant. Pour moi, toute la mélodie de la terre est concentrée dans la voix de ma Jane qui, j'en suis heureux, se fait aisément entendre. Je ne jouis que du soleil de sa présence. » Les larmes me vinrent aux yeux, en entendant cet aveu de sa dépendance, comme si un aigle royal, enchaîné à un perchoir, était réduit à supplier un moineau de devenir son pourvoyeur. Mais je ne voulais pas me laisser aller à la tristesse, j'essuyai rapidement mes larmes amères et je me mis activement à préparer le petit déjeuner. Nous passâmes la plus grande partie de la matinée en plein air. Je le fis sortir du bois humide et sauvage et le conduisis dans des champs d'asperillans, lui décrivant leur brillante verdure, lui disant comme les fleurs, les haies avaient une fraîcheur nouvelle, comme le bleu du ciel était éclatant. Dans un endroit charmant et secret, je cherchais une souche d'arbre bien sèche pour lui servir de siège et ne lui refusais pas, lorsqu'il s'y fut assis, de me prendre sur ses genoux. Pourquoi lui aurais-je refusé quand nous étions plus heureux près l'un de l'autre que séparés? Pilote resta couché à côté de nous. Tout était silencieux. Soudain, il s'écria en me serrant dans ses bras. « Cruel, cruel qui m'avez abandonné. Oh, Jane, que n'ai-je pas éprouvé en découvrant que vous vous étiez enfui de Sandfield, en ne vous retrouvant nulle part, en voyant, après être allé dans votre chambre, que vous n'aviez emporté ni argent ni rien qui pût en tenir lieu. Un collier de perles dont je vous avais fait présent était là, intact, dans son petit écrin. Vos malles aussi étaient restés là, fermés à clé cordée, tels que vous les aviez préparés pour le voyage de noces. Que pouvait faire ma bien-aimée, dénuée de tout, sans un penny, me demandai-je. Qu'a-t-elle fait? Dites-le-moi maintenant. » Ainsi pressée, je me mis à lui faire le récit de ce qui m'était advenu au cours de l'année qui venait de s'écouler. J'adoucis considérablement ce qui se rapportait aux 3 jours pendant lesquels j'avais erré affamé. Ne lui aurais-je pas causé une peine inutile en lui racontant tout? Le peu que je lui en dis lacérait son cœur fidèle plus que je ne l'aurais voulu. Il me disait que je n'aurais pas dû le quitter de la sorte, sans moyen pour atteindre un but. J'aurais dû lui faire part de mon intention, avoir confiance en lui. Jamais il ne m'aurait contrainte à être sa maîtresse. Quelle que fût la violence de son désespoir, son amour pour moi était bien trop profond, trop tendre, pour qu'il voulût devenir mon tyran. Il m'aurait donné la moitié de sa fortune, sans même exiger un baiser en retour, plutôt que de me savoir ainsi lancé dans ce vaste monde sans un ami. J'avais dû bien plus souffrir, il en était certain que je ne consentais à l'avouer. « Eh bien, répondis-je, quelles qu'étaient mes épreuves, elles furent de courte durée. Je me mis alors à lui parler de l'accueil que j'avais reçu à Moor House, comment j'avais obtenu le poste de maîtresse d'école, etc. Puis dans l'ordre où les faits s'étaient produits, je le mis au courant de l'héritage que j'avais fait, ainsi que de la découverte de ma famille. Bien entendu, le nom de St. John Rivers revint souvent au cours de mon récit. Aussi, lorsque j'eus terminé, ce nom fut-il immédiatement relevé. « Alors ce St. John est votre cousin ?»« Oui. »« Vous en avez parlé souvent. Vous plaisait-il ?»« C'est un excellent homme, monsieur, qui ne pouvait manquer de me plaire. »« Un excellent homme. Cela veut-il dire un homme respectable, un homme rangé, d'une 50aine d'années? Qu'entendez-vous par là? St. John n'a que 29 ans, monsieur. Jeune encore, comme on dit en français. Est-ce un homme flegmatique, laid et de petite taille, quelqu'un dont la bonté consiste plutôt en une absence de vice qu'en une ardente vertu? Il est d'une inlassable activité et ne vit que pour accomplir de grandes et nobles choses. Mais son intelligence,
Elle est sans doute assez faible, il a de bonnes intentions, mais en l'entendant parler, on hausse les épaules. Il parle peu, monsieur, mais ce qu'il dit est toujours judicieux. Son intelligence, à mon avis, est de premier ordre, sans souplesse, mais vigoureuse. Alors, est-ce un homme capable? Vraiment capable? Est-il très cultivé? St. John est un véritable et parfait érudit. Ses manières, je crois vous l'avoir entendu dire, n'étaient pas de votre goût. Il est suffisant et a trop l'air d'un pasteur. Je n'ai pas parlé de ses manières, mais il faudrait que j'eusse bien mauvais goût pour n'en avoir pas été satisfaite. Ses manières sont polies, pondérées, dignes d'un gentleman. Et son aspect. J'oublie quelle description vous m'en avez faite. Une sorte de pasteur novice, à moitié étranglé par sa cravate blanche, perché sur ses bottines aux épaisses semelles comme sur des échasses, hein. St. John s'habille bien. C'est un bel homme, grand, blond, avec des yeux bleus et un profil grec. Le diable l'emporte, dit-il à part. Puis s'adressant à moi, il ajouta: Vous plaisait-il, Jane? Oui, monsieur Rochester, il me plaisait, mais vous me l'avez déjà demandé. Je me rendais compte où mon interlocuteur voulait en venir. La jalousie s'était emparée de lui. Elle l'aiguillonnait. Mais ce dard lui était salutaire. C'était un répit à la morsure de la tristesse qui le rongeait. Aussi ne voulus-je pas charmer le serpent immédiatement. Peut-être préféreriez-vous ne pas rester plus longtemps assise sur mes genoux, Miss Eyre. Telle fut la remarque assez inattendue qui suivit. Pourquoi cela, monsieur Rochester? Le portrait que vous venez de me faire suggère un contraste un peu trop accablant. Vos paroles ont évoqué de façon charmante l'image d'un gracieux Apollon toujours présent à votre imagination, grand blond, avec des yeux bleus et un profil grec. Vous n'avez sous les yeux qu'un Vulcain, un vrai forgeron bruni, aux larges épaules, aveugle et manchot, par-dessus le marché. Cela ne m'était encore jamais venu à l'esprit, mais il est certain que vous ressemblez assez à Vulcain, monsieur. Eh bien, vous pouvez me quitter, madame, mais avant de partir, ajouta-t-il, resserrant plus que jamais son étreinte, vous voudrez bien répondre à une ou deux questions que je vais vous poser. Il s'arrêta. Quelle question, monsieur Rochester? Suivit alors ce nouvel interrogatoire. St. John vous a-t-il donné le poste de maîtresse d'école de Morton avant de savoir que vous étiez sa cousine? Oui. Le voyiez-vous souvent? Visitait-il l'école de temps en temps? Tous les jours? Approuvait-il vos projets qui, j'en suis sûre, étaient intéressants car vous êtes très intelligente, Jane? Oui, il les approuvait. Il a dû découvrir en vous maintes choses qu'il ne s'était pas attendu à y trouver. Vous avez des dons qui sortent de l'ordinaire. Je n'en suis pas juge. Vous aviez un petit cottage près de l'école, dites-vous. Ne venait-il jamais vous y rendre visite? Si, de temps à autre. Le soir, une fois ou deux. Il y eut une pause. Pendant combien de temps, reprit-il, avez-vous habité avec lui et ses sœurs après avoir découvert que vous étiez cousins? Pendant 5 mois. Rivers passait-il beaucoup de temps avec les dames de sa famille? Oui, le salon était à la fois son cabinet de travail et le nôtre. Il s'installait près de la fenêtre et nous autour de la table. Étudiait-il beaucoup? Énormément. Quoi? L'hindustani. Que faisiez-vous pendant ce temps? Au début, j'étudiais l'allemand. Ne vous enseignait-il rien? Un peu d'hindustani. Rivers vous enseignait l'hindustani? Oui, monsieur. À ses sœurs aussi? Non. Ne l'enseignait-il qu'à vous seul? Oui, à moi seul. Lui aviez-vous demandé de vous l'enseigner? Non. C'est lui qui a eu ce désir? Oui. Il y eut une seconde pause. Pourquoi le désirait-il? À quoi pouvait vous servir l'hindustani? Il voulait m'emmener avec lui aux Indes. Ah, je touche le fond du problème. Il voulait vous épouser. Il m'a demandé de l'épouser. C'est une fable, une impudente invention pour me tourmenter. Je vous demande pardon, c'est la pure vérité. Il me l'a demandé plus d'une fois et avec autant d'insistance que vous-même. Miss Eyre, je le répète, vous pouvez me quitter. Combien de fois me faudra-t-il dire la même chose? Pourquoi restez-vous si obstinément perché sur mes genoux quand je vous ai signifié de partir? Parce que je m'y trouve bien? Non, Jane,
Vous ne pouvez pas vous y trouver bien, parce que votre cœur est avec votre cousin, ce St. John, et non avec moi. Oh, jusqu'en cet instant, j'ai cru que ma petite Jane était tout à moi. J'ai eu foi en son amour, même lorsqu'elle m'a quitté. C'était un atome de douceur au milieu de tant d'amertume. Malgré la longueur de notre séparation, les larmes brûlantes qu'elle m'a fait répandre, je n'ai jamais pensé que, tandis que je la pleurais, Jane en aimait un autre. Inutile regret. Laissez-moi, Jane. Partez pour épouser Rivers. Défaites-vous de moi, repoussez-moi, je ne vous quitterai pas de mon plein gré. Jane, j'aime toujours le son de votre voix. Elle a un tel accent de sincérité qu'elle ranime l'espoir. À cette voix, je reviens une année en arrière, j'oublie que vous avez formé un nouveau lien. Mais je ne suis pas fou. Partez. Où dois-je aller, monsieur? Suivez votre chemin avec l'époux de votre choix. Qui est cet époux? Vous le savez bien, St. John Rivers. Il n'est pas mon époux, il ne le sera jamais. Il ne m'aime pas et je ne l'aime pas davantage. Il aime comme il peut aimer. Ce n'est pas un amour comme le vôtre. Une ravissante jeune fille qui s'appelle Rosamond. Il n'a voulu m'épouser que parce qu'il pensait trouver en moi la femme qui convenait à un missionnaire, ce qu'il n'avait pas trouvé en elle. Il est bon, il est grand, mais sévère et pour moi froid comme un iceberg. Il n'est pas comme vous, monsieur. Je ne suis pas heureuse en sa présence, près de lui, avec lui. Il n'a à mon égard nulle indulgence, nulle tendresse. À part quelques qualités d'esprit qui lui seraient utiles, il ne voit en moi rien d'attrayant, pas même ma jeunesse. Dois-je donc vous quitter pour aller à lui, monsieur? Et malgré moi, toute frémissante, je me serrai instinctivement, plus étroitement encore, contre mon maître aveugle, mais adoré. Il eut un sourire. Comment, Jane? Est-ce vrai? Est-ce bien ainsi qu'il en va entre Rivers et vous? Absolument, monsieur. Oh, vous n'avez pas lieu d'être jaloux. J'ai voulu vous taquiner un peu pour chasser votre tristesse. J'ai pensé que la colère valait mieux que le chagrin. Si vous désirez mon amour, que ne pouvez-vous savoir à quel point je vous aime? Vous en seriez heureux et fier. Tout mon cœur est à vous, monsieur. Il vous appartient, il est avec vous et il restera, dût le sort m'exiler de votre présence pour toujours. De nouveau, tandis qu'il m'embrassait, de douloureuses pensées assombrissaient son visage. Ma vue perdue, ma force amoindrie, murmura-t-il d'un ton de regret. Je le caressais pour le calmer. Je savais à quoi il pensait. J'aurais voulu parler à sa place, mais je ne l'osais. Il détourna un instant son visage, et je vis une larme glisser sous sa paupière close, puis couler le long de sa joue virile. Mon cœur se gonfla. Je ne vaux pas mieux que le vieux marronnier foudroyé du verger de Thornfield, fit-il remarquer bientôt. Et de quel droit cette ruine demanderait-elle aux chèvrefeuilles encore en bouton de la recouvrir de sa fraîcheur? Vous n'êtes pas une ruine, monsieur, ni un arbre foudroyé. Vous êtes jeune et vigoureux. Les plantes croîtront autour de vos racines, que vous le vouliez ou non, pour avoir le bonheur de jouir de votre ombre bienfaisante. En se développant, elles s'inclineront vers vous, s'enrouleront autour de vous, car votre force leur offre le soutien qui ne se dérobe pas. Il sourit de nouveau. Je l'avais réconforté. « Vous parliez d'amis, Jane ?» demanda-t-il. « Oui, d'amis, » répondis-je un peu hésitante. Je savais que ma pensée allait au-delà sans trouver le mot pour l'exprimer. Il vint à mon secours. « Oh, Jane, c'est une femme qu'il me faut. »« Vraiment, monsieur ?»« Oui. En êtes-vous surprise ?»« Bien sûr, vous ne m'en avez encore rien dit. Cette nouvelle n'est-elle pas la bienvenue pour vous ? Cela dépend des circonstances, monsieur, cela dépend de votre choix. C'est vous qui le ferez pour moi, Jane. Je m'en tiendrai à votre décision. Alors, monsieur, choisissez celle qui vous aime le mieux. Je veux au moins choisir celle que j'aime le mieux. Jane, voulez-vous m'épouser? Oui, monsieur. Un pauvre aveugle qu'il vous faudra conduire par la main? Oui, monsieur. Un infirme de 20 ans plus âgé que vous, qu'il vous faudra servir? Oui, monsieur. Sincèrement, Jane? On ne peut plus sincèrement, monsieur. Oh, ma bien-aimée. Que Dieu vous bénisse et vous récompense. Monsieur Rochester, si j'ai jamais fait une bonne action dans ma vie, si j'ai jamais eu une pensée élevée, un noble désir, si j'ai jamais adressé au ciel une prière pure et sincère,
J'en suis récompensée en cet instant. Être votre femme est le plus grand bonheur que je puisse avoir sur terre. Parce que vous aimez à vous sacrifier. Me sacrifier? Où est mon sacrifice? J'avais faim, je serais rassasiée. J'attendais, mon attente sera comblée. Avoir le privilège d'entourer de mes bras ce qui est sans prix pour moi, presser de mes lèvres l'objet aimé, me reposer en celui qui a ma confiance, est-ce là un sacrifice? S'il en est ainsi, je me complais en effet dans le sacrifice. Mais n'aurez-vous pas à supporter mes infirmités, Jane, à fermer les yeux sur mes déficiences, qui pour moi, monsieur, n'existe pas? Je vous aime plus maintenant que je puis vraiment vous être utile, qu'au temps de votre orgueilleuse indépendance où, dédaignant tout le reste, vous ne vouliez jouer que le rôle de bienfaiteur, de protecteur. Jusqu'ici, je ne pouvais souffrir que l'on m'aidât, que l'on me conduisît. Je sens qu'à l'avenir, il n'en sera plus ainsi. Je n'aimais pas mettre ma main dans celle d'un mercenaire, mais il m'est agréable de la sentir enclose dans les petits doigts de Jane. Je préférais la solitude complète au service incessant des domestiques, mais la douce assistance de Jane me sera une joie continuelle. Jane est faite pour moi. Suis-je fait pour elle? Oui, et jusqu'à la fibre la plus intime de mon être, monsieur. S'il en est ainsi, nous n'avons qu'une raison au monde d'attendre. Il faut nous marier tout de suite. Il parlait avec chaleur. Son expression était ardente, sa fougue d'antan lui revenait. Il faut sans plus de délai que nous devenions une même chair, Jane. Il ne nous reste qu'à faire publier les bans et nous nous marierons. Monsieur Rochester, je viens de m'apercevoir que le soleil a bien dépassé son zénith et approche de son déclin. Pilote est déjà rentré à la maison pour déjeuner. Laissez-moi regarder votre montre. Fixez-la à votre ceinture, Janet, et gardez-la désormais, je n'en ai plus besoin. Il est près de 4 heures de l'après-midi, monsieur. N'avez-vous pas faim? Il faut que le 3e jour, à partir d'aujourd'hui, soit celui de nos noces, Jane. Peu importe à présent les beaux atours et les bijoux, tout cela ne vaut pas une chiquenote. Le soleil a bu toutes les gouttes de pluie, la brise est tombée, il fait tout à fait chaud. Savez-vous, Jane, qu'autour de mon cou osseux et bronzé, sous ma cravate, je porte votre petit collier de perles. Je le porte depuis le jour où j'ai perdu mon unique trésor, en souvenir de vous. Rentrons à la maison en passant par le bois, c'est là que nous trouverons le plus d'ombrage. Il poursuivit ses propres pensées sans m'entendre. Jane, sans doute me prenez-vous pour quelque chien mécréant, alors qu'en cet instant même mon cœur déborde de reconnaissance envers le Dieu bon qui règne sur terre. Il ne voit pas comme l'homme voit, il a des choses une vue bien plus nette. Il ne juge pas comme l'homme juge, mais avec beaucoup plus de sagesse. J'ai mal agi, j'allais flétrir mon innocente fleur, souiller sa pureté de mon souffle coupable. Le Tout-Puissant me l'arracha. Dans ma révolte endurcie, j'ai presque maudit sa volonté. Au lieu de m'incliner devant son décret, je l'ai défié. La justice divine a poursuivi son cours. Les malheurs fondirent sur moi, j'ai été contraint de traverser la vallée des ombres de la mort. Les châtiments de Dieu sont terribles. Sous le coup de l'un d'eux, je suis à jamais humilié. Vous savez combien j'étais fière de ma force. Qu'est-elle devenue, à présent que je dépends d'autrui comme un faible enfant? Il y a peu de temps, Jane, très peu de temps, j'ai commencé à apercevoir, à reconnaître la main de Dieu dans mon destin. J'ai enfin éprouvé le remords, le repentir. J'ai eu le désir de me réconcilier avec mon Créateur. Je me suis mis quelquefois à prier, de façon très brève, mais très sincèrement. Il y a quelques jours, je puis même dire combien de jours, il y en a 4, c'était lundi soir, je me suis trouvée dans un singulier état d'esprit. La fureur avait fait place au chagrin, la révolte à la tristesse. J'avais depuis longtemps l'impression que vous deviez être morte, puisque je ne pouvais vous retrouver nulle part. Tard ce soir-là, il devait être entre 11h et minuit, avant de me retirer pour mon lamentable repos, je suppliais Dieu, s'il le jugeait bon, de me rappeler bientôt de cette vie pour m'admettre dans le monde futur, où l'espoir me restait encore de rejoindre Jane. Ceci se passait dans ma chambre. J'étais assis près de la fenêtre ouverte, bien que les étoiles fussent invisibles à mes yeux et que seul un vague brouillard lumineux me révélât la présence de la lune, je me sentais apaisé par l'air embaumé de la nuit. Je te désirais, Janet. Je
Je te désirais de toute mon âme, de toute ma chair. Dans une angoisse mêlée d'humilité, je demandais à Dieu s'il n'y avait pas assez longtemps que j'étais délaissée, affligée, tourmentée, s'il ne me serait pas bientôt permis de goûter une fois encore le bonheur et la paix. Je reconnaissais avoir mérité tout ce que j'endurais, mais je plaidais ma cause, disant qu'il me serait sans doute impossible d'en supporter davantage. Et ces mots, l'alpha et l'oméga des désirs de mon cœur, s'échappèrent involontairement de mes lèvres. Jane, Jane, Jane. Les avez-vous prononcés à haute voix? Oui, Jane, et avec une ardeur tellement frénétique que si quelqu'un m'avait entendu, il m'aurait cru fou. Et c'était lundi dernier aux environs de minuit. Oui, peu importe le jour ou l'heure, ce qui est étrange, c'est ce qui a suivi. Vous allez me croire superstitieux. J'en ai fait quelques superstitions dans le sang. J'en ai toujours eu. Cependant, ceci est vrai. Du moins, il est vrai que j'ai entendu ce que je vous rapporte maintenant. Au moment où je m'écriais « Jane, Jane, Jane !» une voix. Je ne saurais dire d'où elle venait, mais je la reconnaissais bien, me répondit « Je viens, attendez-moi ». L'instant d'après, la brise m'apporta ces mots qui n'étaient qu'un murmure. Où êtes-vous? Je vais vous dire, si j'en suis capable, l'idée, le tableau que ces paroles évoquèrent dans mon esprit. Mais cela est bien difficile à exprimer. Ferndean, comme vous le voyez, est enfoui dans un bois épais où le son est sourd et meurt sans se répercuter. Les mots « Où êtes-vous » me semblaient venir des montagnes, car des collines m'en renvoyèrent l'écho. Le vent qui passa alors sur mon front me parut plus vivifiant, plus rafraîchissant. J'avais l'impression que nous nous étions rencontrés, Jane et moi, dans quelque lieu sauvage et solitaire. Je crois que nos esprits se sont effectivement rejoints. À cette heure-là, vous étiez sans nul doute plongée dans un inconscient sommeil, Jane. Peut-être votre âme s'était-elle libérée de son enveloppe afin de rechercher la mienne pour la réconforter, car c'était votre voix. Aussi vrai que j'existe, c'était la vôtre. Lecteur, c'était ce lundi soir, vers minuit, que j'avais entendu moi aussi le mystérieux appel. Ces mots étaient bien ceux par lesquels j'y avais répondu. J'écoutais le récit de Mr. Rochester, mais je ne lui fis aucun aveu en retour. J'étais trop frappée par cette impressionnante et inexplicable coïncidence pour la lui révéler ou en discuter. Si j'en avais parlé, ce que j'aurais dit n'eût pas manqué d'émouvoir profondément l'esprit de mon auditeur que ses malheurs rendaient encore trop enclin à la tristesse et qui n'avait pas besoin d'être plongé dans les ténèbres du surnaturel. Je gardais donc toutes ces choses pour moi et les méditais dans mon cœur. Vous n'avez plus à être surprise à présent, continua mon maître. Si, à votre apparition tellement inattendue hier soir, j'ai eu de la peine à ne pas croire que vous n'étiez qu'une simple voix, une vision, quelque chose qui allait s'évanouir dans le silence, dans le néant, comme les murmures entendus à minuit, comme l'écho venu des montagnes. Maintenant, je rends grâce à Dieu. Je sais qu'il en est autrement. Oui, je rends grâce à Dieu. Il me fit descendre de ses genoux, se leva, découvrit respectueusement son front, puis, inclinant vers la terre ses yeux sans regard, demeura dans une muette adoration. Seuls les derniers mots de sa prière furent perceptibles. Je remercie mon Créateur de s'être souvenu de sa miséricorde à l'heure de son jugement. Je supplie humblement mon Rédempteur de me donner la force de mener désormais une vie plus pure que par le passé. Puis il étendit sa main pour que je le conduise. Je pris cette main chérie que je tins pressée un moment contre mes lèvres et la laissai entourer mon épaule. J'étais beaucoup plus petite que lui, et je lui servais à la fois de soutien et de guide. Nous entrâmes dans le bois et nous dirigeâmes vers la maison. Je l'épousai, lecteur. Notre mariage se fit sans bruit. Nous étions seuls, lui et moi, avec le pasteur et le sacristain. En rentrant de l'église, je passai à la cuisine du manoir où Mary préparait le déjeuner tandis que John nettoyait les couteaux. Je dis à Mary, « Ce matin, j'ai épousé Mr. Rochester. » La gouvernante et son mari appartenaient l'un et l'autre à cette catégorie de gens posés et flegmatiques à qui l'on peut, à tout moment, avec une parfaite sécurité,
faire part d'une nouvelle extraordinaire sans courir le risque d'avoir le tympan percé par de stridentes exclamations et d'être ensuite abasourdi par un flot de paroles traduisant leur surprise. Mary releva la tête et fixa sur moi de grands yeux étonnés. La cuillère à peau avec laquelle elle arrosait une paire de poulets qui rôtissaient dans le feu resta suspendue en l'air pendant quelques 3 minutes. Et durant le même temps, les couteaux de John échappèrent aux opérations du polissage. Alors Mary, se penchant de nouveau sur le rôti, se contenta de dire « Ah, par exemple !» Peu après, elle ajouta « Je vous avais vu sortir avec le maître, mais je ne savais pas que vous étiez parti à l'église pour vous marier. » Et elle se remit à arroser ses poulets. En me tournant vers John, je vis qu'il riait, la bouche ouverte jusqu'aux oreilles. J'avais bien dit à Marie à l'avance qui vient d'arriver. Je savais bien que Mr. Edward, John était un vieux serviteur et avait connu son maître alors qu'il était le cadet de la famille, aussi l'appelait-il souvent par son prénom. Je savais bien ce que Mr. Edward allait faire. J'étais bien sûre qu'il attendrait pas longtemps et m'est avis qu'il a eu raison. Je vous souhaite d'être heureuse, Miss. Et il releva poliment la mèche de cheveux qu'il avait sur le front. Merci, John. Mr. Rochester m'a dit de vous donner ceci pour vous et pour Mary. Je lui mis dans la main un billet de 5 livres et, sans plus rester pour en entendre davantage, je sortis de la cuisine. En passant devant la porte de ce sanctuaire, quelque temps après, je saisis ces paroles. Elle fera peut-être bien mieux son affaire qu'une grande dame. Et puis, si elle n'est pas des plus jolies, elle est pas sotte. Et a très bon cœur, puis aux yeux du maître, elle est bien belle. Ça, n'importe qui peut s'en rendre compte. J'écrivis aussitôt à Morehouse et à Cambridge pour annoncer ce que je venais de faire, m'expliquant en détail pourquoi j'avais agi ainsi. Diana et Mary m'approuvèrent sans réserve. Diana me dit qu'elle m'accordait juste le temps de passer notre lune de miel avant de venir me voir. Elle fera mieux de ne pas attendre jusque-là, Jane, dit Mr. Rochester quand je lui lus la lettre, sinon elle arrivera trop tard, car notre lune de miel resplendira durant toute notre vie. Ces rayons ne pâliront que sur votre tombe ou sur la mienne. Quant à St. John, je ne sais comment il accueillit la nouvelle. Il ne répondit jamais à la lettre par laquelle je l'en avais informé. 6 mois plus tard, il m'écrivit cependant, mais sans mentionner le nom de Mr. Rochester, ni faire allusion à mon mariage. Sa lettre, empreinte de sérénité, était aimable en dépit de son ton fort sérieux. Depuis lors, il a correspondu avec moi d'une façon régulière, sinon fréquente. Il pense que je suis heureuse et que je ne suis pas du nombre de ceux qui vivent loin de Dieu, avec la seule préoccupation des biens terrestres. Sans doute, lecteur, n'avez-vous pas oublié la petite Adèle. Je lui avais gardé un souvenir fidèle et je demandai bientôt à Mr. Rochester la permission qu'il m'accorda d'aller la voir dans la pension où il l'avait envoyée. Sa joie frénétique en me revoyant me toucha profondément. Mais je la trouvais pâle et maigre. Elle me confia qu'elle n'était pas heureuse. Le règlement de l'établissement me parut trop sévère, le programme des études trop dur pour une enfant de son âge. Aussi la ramenai-je à la maison avec l'intention de redevenir son institutrice. Mais je me rendis vite compte que cela n'était pas possible. Un autre avait besoin de tout mon temps, de tous mes soins. À présent, c'était mon mari. Je me mis donc en quête d'une école dirigée avec moins de rigueur et assez proche pour me permettre d'aller la voir souvent et de la faire venir de temps en temps chez nous. J'eus soin que rien ne manquât jamais à son bien-être. Elle s'habitua vite à sa nouvelle demeure, y devint très heureuse et fit de réels progrès dans ses études. En grandissant, une solide éducation anglaise corrigea dans une large mesure les défauts qu'elle tenait de son origine française. Lorsqu'elle eut quitté l'école, elle fut pour moi une agréable compagne, dévouée, docile, ayant bon caractère et d'excellents principes. Sa reconnaissante sollicitude pour moi, pour les miens, m'a depuis longtemps payé de toutes les petites attentions dont je l'avais entourée. Mon récit touche à sa fin. Un mot encore sur ce que m'a révélé la vie conjugale. Un rapide coup d'œil sur la destinée de ceux dont les noms sont revenus le plus fréquemment au cours de cette histoire, et j'en aurai terminé. Je suis mariée depuis 10 ans. Je sais ce qu'est le don de sa vie à l'être aimé plus que tout au monde. Pour moi, c'est le suprême bonheur, un bonheur inexprimable. Mon mari est toute ma vie, je suis toute sa vie. Jamais femme ne fut plus près de son époux, aucune n'a été davantage haut de ses os, chair de sa chair.
Je ne suis jamais lasse de la compagnie de mon cher Edward, jamais il n'est las de la mienne, pas plus qu'aucun de nous ne se lasse des pulsations du cœur qui bat dans chacune de nos poitrines. Ainsi sommes-nous toujours ensemble. Être ensemble, c'est pour nous être à la fois libre comme dans la solitude, joyeux comme en société. Je crois bien que nous causons tout le long du jour. Notre conversation n'est que l'expression à haute voix d'une pensée plus animée. Il a entièrement ma confiance et j'ai toute la sienne. Nos caractères sont absolument faits l'un pour l'autre. Il en résulte un parfait accord. Mr. Rochester demeura aveugle pendant les 2 premières années de notre mariage. Peut-être est-ce cette circonstance qui nous a tant rapprochés, nous a si étroitement unis. J'étais alors ses yeux, comme je reste sa main droite, ainsi qu'il le disait souvent. J'étais à proprement parler la prunelle de ses yeux. Il voyait la nature, il voyait les livres à travers moi. Pour lui, je n'étais jamais fatiguée de regarder, de décrire l'aspect des champs, des arbres, des villes, des rivières, des nuages, des rayons du soleil, du paysage qui s'étendait devant nous, du temps. Le son portait à son oreille ce que la lumière ne révélait plus à ses yeux. Je ne me lassais pas de lui faire la lecture, de le conduire où il voulait aller, d'accomplir à sa place et selon son désir toute besogne. En lui rendant ces tristes services, j'éprouvais le plaisir le plus profond, le plus exquis, parce qu'il me les demandait sans honte affligeante, sans humiliation pénible. Il m'aimait avec une telle sincérité qu'il n'avait aucune répugnance à bénéficier de mon aide. Il sentait que mon amour pour lui était si tendre que je répondais à mes plus chers désirs en l'entourant de cette sollicitude. Un matin, à la fin de la seconde année, tandis que j'écrivais une lettre sous sa dictée, il s'approcha et se pencha sur moi en disant « Jane, avez-vous quelque chose de brillant autour du cou ?» J'avais une chaîne de montre en or. Je répondis « Oui. » « N'avez-vous pas une robe bleu pâle ?» C'était exact. Il m'apprit que depuis quelque temps, il lui semblait que l'obscurité dans laquelle il était plongé devenait moins dense. C'était à présent devenu une certitude. Nous allâmes ensemble à Londres pour y consulter un oculiste éminent, et il finit par recouvrer la vue de cet œil. Il ne voit pas encore très nettement, il ne peut guère lire ou écrire, mais il se dirige sans être conduit par la main. Le ciel, la terre ne sont plus pour lui un espace vide. Lorsqu'on lui mit dans les bras son premier-né, il vit que l'enfant avait hérité de ses yeux, tels qu'ils étaient autrefois, grands, brillants et noirs. À cette occasion, il reconnut encore, le cœur débordant, que Dieu avait tempéré son châtiment de miséricorde. Édouard et moi, nous sommes heureux, et d'autant plus que ceux qui nous sont très chers le sont également. Diana et Mary Rivers sont mariées. Chaque année, elles viennent nous voir et nous leur rendons leur visite. Le mari de Diana est officier de marine, vaillant capitaine, excellent homme. Celui de Mary est pasteur, ami de collège de son frère, digne de l'amitié de St. John par ses talents et sa haute moralité. Le capitaine Fitz-James et Mr. Wharton aiment leurs femmes et sont aimés d'elles. Quant à St. John Rivers, il a quitté l'Angleterre pour aller aux Indes. Il s'est engagé dans la voie qu'il avait choisie et continue d'y avancer. Jamais pionnier plus résolu, plus infatigable, ne lutta parmi les écueils et les périls. Inflexible, fidèle et dévoué, plein d'énergie, de zèle, de sincérité, il œuvre pour l'humanité. Il lui débroussaille la voie difficile du progrès. Pareil à un géant, il abat les préjugés de croyances, de caste qui l'encombrent. Il peut être austère, exigeant, ambitieux même. Son austérité est celle du guerrier grand cœur qui protège le convoi des pèlerins contre les attaques d'Apollyon. Ses exigences sont celles de l'apôtre répétant les paroles du Christ. Que celui qui veut venir après moi renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Son ambition est celle d'un esprit élevé qui aspire à prendre place au premier rang des rachetés de la terre qui, purs de toute souillure, se tiennent devant le trône de Dieu pour prendre part aux dernières et prodigieuses victoires de l'agneau, les appelés, les élus, les fidèles. St. John ne s'est pas marié, il ne se mariera jamais. Seul jusqu'ici, il a suffi à sa tâche et cette tâche touche à sa fin. Son glorieux astre décline rapidement. Sa dernière lettre m'a tiré des yeux d'humaines larmes tout en me remplissant le cœur d'une céleste joie. Il jouissait déjà de sa récompense, de son immortelle couronne. Je sais que la prochaine lettre sera écrite de la main d'un étranger pour me dire que le bon et fidèle serviteur a été enfin rappelé dans la joie de son Seigneur. Pourquoi pleurer ?
Nulle crainte de la mort n'assombrira la dernière heure de St. John. Son esprit y verra la lumière, son cœur demeurera intrépide, son espérance sera certaine, sa foi inébranlable. Ses propres paroles en sont le témoignage. Mon maître m'a averti, de jour en jour son message se fait plus net. J'arrive bientôt, sache-le. Et d'heure en heure je réponds avec plus de ferveur. Amen. Viens donc, Seigneur Jésus. Pardon. Et c'est la fin de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Et contrairement à ce que je vous ai dit, je vais m'arrêter là parce que pour plusieurs raisons. J'ai froid et il fait nuit. Je vous fais un petit coucou de la main. Est-ce que j'ai au moins un petit poème? Chandidas, Bengali, la consécration. Ô ma vie, mon amour, je te donne ce corps et cette âme, qu'ils gisent à tes pieds. Je suis tombée. On dit que je ne suis point chaste, qu'importe. Je me réjouis de ne pas avoir perdu ton amour. À ton amour, j'ai donné mon corps et mon âme, qu'ils gisent à tes pieds. Tu es ma vie, tu es ma fin. Tu connais si je suis chaste ou non. Moi, je ne connais que ton amour et tes deux pieds. Tu es ma vertu et tu es mon péché. Tu es mon honneur, tu es mon nom. À toi, je donne mon corps et mon âme, qu'ils gisent à tes pieds. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cet amour? La chanson Au bout du monde, Satprem. J'ai aimé tant de choses qui passent. J'ai aimé le grand vent et le ressac et l'oiseau libre sur son rocher. J'ai aimé ce tendre visage et cette mer comme le large. J'ai aimé tant de choses qui passent. Mais ce vent me disait autre chose et ce visage me souriait d'ailleurs et cet oiseau volait par mon cœur depuis des âges. J'ai aimé tant d'infortunes et promené un chagrin comme les âges. Et j'ai aimé enfin ce qui battait dans mon cœur partout, ce qui chantait dans mes chagrins partout, ce qui souriait dans tout. J'ai aimé toi qui es mon voyage et mon grand large et mon océan au bout des peines et des chemins. Ô toi, mon oiseau, si vieux, si chantant toujours, je ne savais pas que je t'aimais toujours, depuis toujours. Tu es mon ciel et mon enfer et ma joie et ma peine. Et ceux qui chantent toujours, toujours, avec un cri aussi de ne pas t'avoir aimé toujours, de n'avoir pas su ce que je savais depuis des âges, avec les rochers et le ressac et le n'importe quoi qui passe, qui est toujours. Un dernier, allez, deux. Nissim Ézéchiel. Occupation. J'ai regardé la nuit, j'ai écouté la pluie, scène de tempête, tonnerre, éclair, une multitude de spectres parmi les arbres, l'obscurité, le froid et l'agitation. Un hibou hurlait, des chauves-souris, beaucoup de voix étranges, quelqu'un pleurait. Un enfant peut-être? Une femme sur la route glissante, des cloches au loin. Deux hommes, plusieurs hommes, un long trait de lumière volant vers moi. Puis une corde de silence autour de ma gorge. Quand je me suis réveillée, il faisait déjà jour. J'ai refait la même chose, regardé et écouté la nuit. Un mot pour le vent. Je n'arrive pas à trouver le mot pour le vent. Un autre mot, une phrase qui en soit pleine, comme une voile des vers, qui se déplace avec la légèreté du vent sur l'herbe ou parmi les arbres, qui bruisse en descendant le feuillage de la signification. Un son qui évoque les sens, celui soudain, lourd et mat du fruit et de longs silences à la surface du vent et en dessous. Je n'arrive pas à trouver de mots pour le vent. Aveugle comme Homère, méditant sur la mer vineuse, je médite sur le vent, fouillant les sources de nombreux chants en moi qui n'ont pas vu le jour, révélant en un éclair la flamme constante, un feu au cœur du vent. Je n'arrive pas à trouver de mots
pour le vent. Et c'est terminé, voilà. Je vous remercie beaucoup, j'ai froid, je vous dis bonne nuit. Merci beaucoup, pardon, décidément. Merci beaucoup. Faites bien attention à vous, j'ai froid. Faites bien attention à vous et à très vite pour de nouvelles aventures. Mais oui, évidemment. Lesquelles? Oh là là, lesquelles? Bonne question. Merci beaucoup, au revoir.